Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. Cette déclaration du président Alassane Ouattara a été très applaudie par les parlementaires ivoiriens ce jeudi. Mais comment l'opinion publique a-t-elle réagi à cette annonce? Tour d'horizon dans ce journal. Les pays membres de l'OPEP doivent-ils réduire leur production pour soutenir les cours du pétrole à la baisse depuis la crise du coronavirus? Eh bien, la question se pose alors que des États comme le Nigeria ont été contraints d'ajuster leur budget 2020. Et puis 160 millions de dollars pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables grâce au solaire au Burundi. Plus de 91 000 ménages, 4 000 PME et 500 écoles devraient en bénéficier. Mais tout d'abord, la nouvelle est tombée ce jeudi 5 mars. Le gouvernement français a finalement autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le décret d'extradition a été signé par le Premier ministre français Édouard Philippe. Ce décret reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Rappelons que le frère de l'ancien président Blaise Compaoré est mis en cause au Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Il avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. La nouvelle fait les choux gras de la presse en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé ce jeudi de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une décision saluée par de nombreux acteurs politiques et qui, selon certains observateurs, devrait rebattre les cartes du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant sur place. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Devant le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis en congrès, le chef de l'État ivoirien a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat de 5 ans. Cette décision a créé la surprise parce que le chef de l'État avait affirmé à plusieurs reprises que la Constitution lui donnait le droit de se représenter s'il le voulait. Pour les analystes politiques, cette décision est un développement majeur. Dans un contexte africain dominé par le tripatouillage des constitutions, pour se présenter ad vitam aeternam. Le cas patent et révoltant de la Guinée, voisine de la Côte d'Ivoire, est là pour interpeller les consciences. Je pense que Alassane Ouattara épargne aux Ivoiriens une crise sociopolitique majeure liée à la contestation de son troisième mandat qui n'aurait vraiment pas manqué. La décision du chef de l'État ivoirien de ne pas se représenter oblige son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à se trouver un autre candidat pour l'élection présidentielle. Cette annonce aura également un impact sur l'opposition ivoirienne. Cela met davantage la pression sur les deux autres dirigeants majeurs de la politique ivoirienne, à savoir Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui ne cachent pas leur intention de se présenter à la présidentielle de 2020. Après cette annonce, tous les regards sont encore tournés vers le chef de l'État Alassane Ouattara, qui doit dévoiler son projet de révision de la Constitution voté en novembre 2016. Selon les observateurs, cette réforme devrait avoir un impact très important sur l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Le coronavirus gagne du terrain en Afrique subsaharienne. Un premier cas a été confirmé au Cameroun ce vendredi par le ministre de la Santé Manouda Malachi. Le patient est un citoyen français âgé de 58 ans et arrivé le 24 février sur le sol camerounais. Il a été placé en isolement dans un centre de prise en charge à l'hôpital central de Yaoundé, tout en rassurant l'opinion sur les mesures prises pour contenir les risques éventuels de propagation du virus. Les autorités appellent à la vigilance et au respect des règles d'hygiène. Cette épidémie de coronavirus a d'ores et déjà un coût économique très élevé. Il faut dire qu'à elle seule, la Chine consomme près de 10% de la production mondiale de pétrole. Or, depuis le début de l'épidémie, ces importations de brut sont en chute libre. Un coup dur pour des États fortement tributaires de la rente pétrolière, à l'instar du Nigeria. Les détails avec Marcel Farba Marouna.
Pour les 13 pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, dont est membre le Nigeria et qui représente environ un tiers de l'offre mondiale de pétrole, il est urgent d'agir. Face au coronavirus, le prix du baril a baissé d'environ 22% depuis le 1er janvier et s'estime à $53 actuellement. Le Nigeria, qui avait fixé un prix référentiel de $57 le baril, envisage maintenant ajuster son budget 2020, arrêté à 29 milliards de dollars. Le coronavirus a une incidence financière et économique extrêmement importante, non négligeable sur le fonctionnement de nos économies ici en Afrique. Donc le Nigeria, de mon point de vue, est assez réaliste en disant autant immédiatement ajuster le budget à la baisse parce qu'en fait il avait été indexé sur le prix du vente du baril du pétrole. La Chine à elle seule consomme plus de 10% de la production mondiale d'or noir. Depuis le début de l'épidémie, quelques 78 000 personnes ont été contaminées, dont plus de 2700 décès dans le pays. Cette situation pourrait réduire la demande de produits nigérians, notamment le pétrole. Les importations de la Chine de brut sont en chute libre. Les conséquences pour toutes les économies adossées sur le pétrole brut n'est pas négligeable. Une piste que j'indiquerai au pouvoir public nigérian, c'est de rouvrir ces frontières terrestres pour que les recettes au niveau de la douane puissent se porter à conséquence. L'économie nigérienne est très vulnérable aux variations des prix du pétrole brut et du niveau de production, étant fortement dépendante de ses recettes pétrolières. En raison de la baisse des prix du pétrole, l'économie de la région ouest africaine étant en grande partie tirée par les performances du Nigeria pourrait baisser selon le Fonds monétaire international. La Somalie renoue avec les institutions de Bretton Woods. Le pays a été déclaré éligible au dispositif commun du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, dispositif qui permettra d'alléger la dette de cet État de la Corne de l'Afrique dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. La Somalie, éligible à l'allègement de sa dette par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le pays a franchi une étape importante en intégrant l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. À terme, cela lui ouvrira les portes d'une annulation de la quasi-totalité de sa dette qui s'élevait à 5,3 milliards de dollars fin 2018. C'est une reconnaissance des réformes ambitieuses dans lesquelles le gouvernement reste engagé pour apporter plus de transparence et faire revivre l'économie. L'institution de Bretton Woods a assuré avoir obtenu des promesses de financement suffisantes pour un allègement complet de la dette de la Somalie. Plus de 100 pays membres du FMI se sont engagés à fournir environ 334 millions de dollars de financement. L'allègement de la dette de la Somalie procède de la performance que la Somalie affiche. Il vaut mieux être en bonne relation avec parce qu'on peut faire d'autres affaires. Et je crois simplement que c'est une attitude tout à fait normale de la part des institutions de financement international. Et ce genre de choses, pour un pays comme la Somalie, sont de nature à encourager. L'argent qu'ils pourront être en mesure d'économiser pourra servir au social. Cette décision relance les relations entre la Banque mondiale et la Somalie, interrompues depuis 1991. Le pays avait alors sombré dans une guerre civile dévastatrice qui a anéanti son système bancaire et plongé l'économie somalienne dans la crise. L'économie kenyane se maintient dans le vert, portée par un ambitieux programme de réforme. La croissance du PIB réel a été estimée à 5,6% en 2019. Le déficit du compte courant extérieur, quant à lui, s'est resserré à 4,6% du PIB. De bons résultats qui laissent entrevoir un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Aïssatou Bari. Le Fonds monétaire international FMI se dit satisfait des progrès importants réalisés par les autorités kenyanes. L'institution vient d'effectuer une mission dans le pays en vue d'engager des négociations pour un nouveau programme triennal. Des performances réalisées grâce notamment au programme de réforme qui vise à renforcer davantage la croissance forte et inclusive du Kenya, estime le FMI. À mon humble avis, le satisfait du Fonds monétaire international me semble arriver un peu tardivement par rapport à l'évolution de la situation du Kenya. Ce satisfait risque d'être un peu plus politique que technique. Ce qui est satisfaisant pour le Fonds monétaire international, c'est simplement le fait de la réduction du déficit extérieur du Kenya et l'augmentation naturellement de ses réserves de change qui se situeraient aujourd'hui autour de 6 mois d'importation. La croissance du produit intérieur brut réel était estimée à 5,6% en 2019 contre 6,3% en 2018, tirée par la résilience
compte tenu du secteur des services. J'aurais aimé sincèrement encourager le président qui avait déjà pris l'initiative de lancer une euro-obligation de 2,5 milliards de dollars ou d'euros, foncer sur cette voie de l'euro-obligation plutôt que d'attendre le 1 milliard du Fonds monétaire international qui s'avère naturellement insuffisant par rapport aux ambitions affichées par le Big Four Agenda. Toutefois, malgré les progrès importants accomplis dans la réduction du stock de factures en attente des années précédentes, le fonds relève que le déficit budgétaire a légèrement augmenté au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 7,7% du produit intérieur brut et la dette publique nominale a atteint 102,1% du PIB. Pas de nouvelles pour le Burundi. Le pays qui envisage d'augmenter sa production en électricité vient de bénéficier d'un financement de 160 millions de dollars de la Banque mondiale. 100 millions de dollars seront dédiés à un projet d'énergie solaire. Les 60 millions restants serviront à la mise en place d'un projet communautaire intégré. Plus de précisions avec Neilé Claude-Bessa. Les Burundais issus des couches sociales défavorisées envisageront désormais des lendemains meilleurs. En effet, le pays, à travers les projets d'énergie solaire et le développement local, a reçu une subvention de 160 millions de dollars. Les fonds alloués par la Banque mondiale via l'Association internationale pour le développement IDA visent à améliorer les services essentiels des populations vivant dans les zones rurales et isolées du Burundi. À travers ces projets, nous améliorerons les conditions de vie des Burundais vivant dans les localités rurales et renforcerons le capital humain. Ils permettront de mettre en place de petites infrastructures telles que les écoles, les centres de santé et des routes, tout en améliorant la nutrition dans ces zones et en améliorant l'accès à l'électricité solaire. Doté de 100 millions de dollars, le projet d'énergie solaire pour les communautés rurales permettra le raccordement à l'électricité par des installations solaires autonomes. Ce projet procurera des capacités de production d'énergie renouvelable d'environ 17 MW. Avec une enveloppe de 60 millions de dollars, le projet de développement communautaire intégré améliorera la nutrition et l'accès aux services de base et aux débouchés économiques. Cette initiative créera 100 micro-entreprises et formera près de 8 000 personnes à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Le présent appui, le plus élevé de la Banque mondiale au Burundi depuis quelque temps, viendra considérablement relever les conditions de vie des citoyens les moins nantis dans la mesure où c'est également une opportunité pour des milliers de petites et moyennes entreprises qui pourront désormais exercer et générer des richesses et des emplois dans le pays. Le deuxième projet aura un impact positif sur la qualité des ressources humaines de ce pays. En outre, ces deux projets contribueront à l'amélioration de la qualité des services d'éducation et de santé en milieu rural. Précisons que le taux d'électrification rurale au Burundi est de 2%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.